On va s'intéresser aujourd'hui à un vrai mystère, au cœur même de la philosophie. Pourquoi les gens qui dédient leur vie entière à étudier la connaissance, qu'on appelle les épistémologues, n'arrivent-ils jamais à être d'accord? C'est un domaine qui est rempli de désaccords, des désaccords profonds, qui durent depuis toujours. Alors comment ça se fait? Voilà la question qui tue. On ne parle pas de petites disputes de clocher, hein. Non, non, on parle de divergences fondamentales sur ce que c'est que la connaissance et sur comment on y accède. C'est un problème qui taraude les philosophes depuis des siècles et c'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Bon, face à un tel bazar, il y a une solution qui semble sauter aux yeux de pas mal de monde. Et si on laissait la science tout régler? C'est une idée super séduisante, mais on va voir qu'elle se prend un mur assez vite. L'idée est plutôt simple en fait. La science, ça nous donne des faits, des preuves, des résultats qu'on peut vérifier. Alors, pourquoi ne pas juste appliquer cette méthode super rigoureuse à la question de la connaissance elle-même? Ça mettrait fin à tous ces débats qui n'en finissent plus. Ce qu'on vient de décrire, ça porte un nom un peu technique en philosophie, le naturalisme éliminatif. C'est une approche qui a été défendue par des penseurs comme W.V. Quine et qui propose en gros de transformer l'épistémologie en une branche de la psychologie. Autrement dit, arrêtons de philosopher dans le vide et commençons à faire des expériences. Et c'est là que tout s'écroule. Le vrai problème, c'est que l'affirmation « seule la science peut dire des choses légitimes » est elle-même une affirmation philosophique, pas scientifique. On ne peut faire aucune expérience en labo pour prouver ce principe. Du coup, cette approche se contredit elle-même. C'est ce qu'on appelle une autoréfutation. Game over. Bon, d'accord. Si la science ne peut pas résoudre le débat, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'on pose la question de la mauvaise manière. Et si le désaccord n'était pas un signe d'échec, mais, au contraire, une caractéristique inévitable de la recherche de la connaissance? Ça, c'est un vrai changement de perspective. Au lieu de voir des théories qui s'affrontent pour le titre de seule vraie théorie, on pourrait les voir comme des outils différents, conçus pour des tâches différentes. La question n'est plus quelle est la meilleure théorie, mais la meilleure théorie pour faire quoi au juste? Et voilà le concept clé qui va tout éclairer. La rationalité épistémique instrumentale. L'idée, c'est que la rationalité, ce n'est pas un bloc monolithique. Être rationnel, c'est choisir les moyens les plus efficaces pour atteindre un but qu'on s'est fixé. Et donc, si les buts sont différents, il est parfaitement rationnel que les stratégies pour y arriver soient différentes aussi. Alors, comment ça se décompose? Eh bien, en gros, tout le monde partage le même grand objectif, la vérité. Mais c'est après que les chemins se séparent. Certains vont vouloir privilégier la certitude absolue, par exemple. D'autres, l'utilité pratique. D'autres encore, la capacité à tout expliquer. Chaque priorité, chaque sous-but mène assez logiquement à une théorie de la connaissance différente. Ce point est absolument crucial. On est tous coincés à l'intérieur de notre propre cerveau. Il n'y a pas de point de vue extérieur, pas de position divine depuis laquelle on pourrait juger objectivement quelle est la meilleure méthode. C'est ça la condition cognitive humaine. Et comme on ne peut pas prouver que notre système est le meilleur sans tourner en rond, il devient tout à fait rationnel d'adopter des stratégies différentes selon ce qu'on cherche. Maintenant qu'on a ce nouveau modèle en main, voyons s'il peut vraiment expliquer les grands débats qui agitent l'épistémologie depuis des lustres. On va mettre la théorie à l'épreuve avec du concret. Prenons le débat classique entre internalisme et externalisme. Pour un internaliste, une croyance est justifiée seulement si on a accès, dans sa tête, aux raisons qui la soutiennent. C'est une stratégie rationnelle si le sous-but est l'auto-évaluation, la responsabilité personnelle. Pour un externaliste, une croyance est justifiée si elle vient d'un processus fiable, comme la vue, même si on ne pige rien à comment ça marche. C'est rationnel si le sous-but est d'avoir le plus de croyances vraies possible. Deux buts différents, deux théories tout aussi rationnelles. Ce qui est essentiel de comprendre ici, c'est que ce qui a l'air d'une contradiction frontale est en fait souvent un dialogue de sourds. Les deux camps ne jouent tout simplement pas au même jeu. Ils utilisent des mots comme justification ou connaissance qui sont taillés sur mesure pour leurs objectifs. En fait, ils ne sont pas en désaccord sur la réponse. Ils sont en désaccord sur la question qu'ils posent en silence. Et le scepticisme dans tout ça? Eh bien, avec ce regard, le sceptique n'est pas quelqu'un qui a prouvé que la connaissance est impossible. C'est quelqu'un qui a un sous-but très très précis, éviter de se tromper à n'importe quel prix. Et pour atteindre ce but, la stratégie la plus rationnelle, c'est de douter de tout. Mais pour la plupart d'entre nous, dont le but est aussi d'acquérir de nouvelles vérités, cette stratégie est juste excessivement averse au risque. Elle sacrifie trop de découvertes possibles juste pour éliminer le moindre risque d'erreur. Alors, au final, qu'est-ce qu'on garde de tout ça? Cette approche instrumentale nous offre une façon de voir la quête de vérité qui est beaucoup plus nuancée et peut-être plus tolérante. Voilà les points clés à retenir. Premièrement, un désaccord ne veut pas forcément dire que quelqu'un a tort. Deuxièmement, pour vraiment comprendre une position philosophique, il faut creuser pour trouver le but qu'elle essaye d'atteindre.
Et enfin, tout ça nous amène à une sorte de tolérance, reconnaître que différentes approches peuvent être valables parce qu'elles servent des objectifs qui sont différents mais tout aussi légitimes. Cette analyse ne résout pas tous les problèmes, loin de là, mais elle déplace la question. Au lieu de se demander quelle est la seule et unique vraie théorie de la connaissance, la question devient: quels sont les buts qu'on devrait poursuivre? Quels risques est-on prêt à prendre? Quelle sorte de vérité nous intéresse le plus? Et ça, c'est une question qui ne concerne pas que les philosophes, mais absolument chacun d'entre nous.